Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût d'entreprendre. Avez-vous déjà été séduit par une odeur ? Sans aucun doute, mais comment cette odeur peut-elle déclencher chez nous l'acte d'achat ? Comment une marque peut-elle se bâtir une signature olfactive ? Réponse avec Pascal Charlier, directeur général de Santer. Votre entreprise est leader en Europe du marketing olfactif. Santer est une société toulousaine qui appartient au géant américain du même nom. Vous en êtes le responsable sur Toulouse, le dirigeant de cette succursale européenne. Bonjour Pascal Charlier. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le marketing olfactif ? Alors, le marketing olfactif est une technique qui relève du merchandising et du marketing, qui permet à des points de vente, à des enseignes, à des marques, d'intervenir et d'agir sur le comportement que les consommateurs vont avoir au contact de la marque ou du point de vente. Alors au contact de l'odeur, c'est ça, et directement dans notre cerveau. Absolument, c'est-à-dire que la présence d'une senteur dans un espace de vente, mais aussi dans un hôtel, dans un fitness, dans toutes sortes d'établissements fréquentés par le public, va provoquer des interactions mentales plus ou moins conscientes auprès du client, qui va se remémorer des souvenirs, qui va bénéficier d'associations positives mentales, qui va davantage passer de temps parce que ça va agir bien entendu sur son bien-être, qui va tourner la tête pour voir d'où vient la senteur. Et donc, la présence d'une senteur dans un espace ouvert au public crée généralement des modifications dans le comportement du consommateur, plus ou moins subliminales, plus ou moins conscientes, qui vont de... Je me rappelle de l'endroit où je suis déjà allé, et cet endroit m'est familier. Je me sens bien, donc je passe davantage de temps dans l'espace. J'achète. Ou je passe davantage de temps, donc je suis davantage soumis à la tentation d'acheter. Quand on passe 15 minutes dans un point de vente, la tentation est supérieure à un séjour de 10. Je reconnais la marque, de Singapour à Düsseldorf et à Barcelone, donc je me sens... moins à l'hôtel ou moins à l'étranger grâce à cette senteur qui recrée une sorte de connivence ou de familiarité. Je suis rassuré. Et puis je vis des expériences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la présence et l'omniprésence d'Internet dans le processus d'achat de la plupart des clients, le client lambda qui veut acheter, qui veut se présenter sur un point de vente, recherche sur le point de vente quelque chose de différent qu'il ne trouverait pas sur Internet. Et donc le point de vente, en tant que structure commerciale, doit proposer au client ce qu'on appelle dans notre jargon des expériences, des vécus, des ressentis, que le client n'obtiendra pas sur Internet. Donc le fameux rapport qualité-prix qui présidait à l'acte d'achat dans les années 80, il fallait que le magasin soit bien positionné, que le prix soit correct et que la qualité soit au rendez-vous. C'est toujours nécessaire, bien entendu, mais ça n'est plus suffisant, parce que le rapport qualité-prix, vous le trouvez très aisément sur Internet. Bien sûr. Donc les clients qui vont sur les points de vente aujourd'hui, et c'est là le grand défi auquel les points de vente doivent faire face. Ils veulent autre chose. Ils veulent autre chose. Ils veulent un séjour ludique, ils veulent des émotions, ils veulent vivre ce qu'on appelle des expériences, c'est-à-dire trouver sur le point de vente des choses un peu plus émotionnelles que ce qu'ils trouvaient sur Internet. Mais ça va très loin alors en fait. C'est un outil hyper puissant. Oui, mais qui n'est pas le seul là, dans l'arsenal entre guillemets dont disposent les points de vente, au niveau du marketing. Ça n'est pas le seul. On parle de la vitrine, on parle de la musique, de la senteur, de la forme des meubles qui aujourd'hui sont beaucoup plus arrondis et non plus anguleux. On parle aussi le feng shui est passé par là. Absolument. On parle de l'éclairage. On parle du parcours client, c'est-à-dire de la manière dont le client doit circuler à l'intérieur. On pourrait donner des noms, on ne le fera pas, mais bien entendu, vous y avez tous très pensé. Bien de quoi on veut parler. De quoi je veux parler, absolument. Donc tout ça, ce sont des techniques qui consistent à faire en sorte que le client trouve dans un point de vente un niveau de confort, un niveau d'émotion, un niveau d'expérience dans le cadre d'un parcours client qu'il ne trouverait pas ailleurs. Et ça permet aussi à un point de vente qui appartient à une marque de se démarquer d'autres marques grâce à ces éléments d'identité très personnelle qui existent chez lui et qui n'existent pas ailleurs. Parce qu'il faut savoir que la plupart des grandes marques, en particulier dans le prêt-à-porter, depuis des années,
utilisent des règles marketing dites universelles. Chacun a la même cible, chacun a le même sourcing. Tout le monde va fabriquer dans les pays à bas coût. Si la mode est à l'orange, tout le monde va proposer de l'orange. Si le chemisier doit être à 29 €, tout le monde va proposer un chemisier à 29 €. Et donc, il est de plus en plus difficile pour le client, avec ses standards très uniformes, de retrouver de l'ADN de marque dans les différents points de vente. Et ça, c'est un phénomène qui date déjà d'une vingtaine d'années. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des directeurs marketing de ces grandes marques ont recommencé à mettre dans leur marque, dans leur réseau, de l'ADN et de l'identité de ce réseau pour se différencier des autres et ainsi se ressortir de ces grands standards sortir du universels. lot, en fait. Absolument. Ouais. Absolument. Alors, il y a énormément de choses à dire sur votre entreprise, sur la naissance à Toulouse, mais j'aimerais, puisque nous sommes en plein dans le cœur du sujet, que vous nous expliquiez comment on construit une signature olfactive pour une marque. Vous travaillez à partir de quoi? Bon, déjà, j'imagine qu'il y a tout un brainstorming autour de la marque, du concept, etc. Et après, concrètement, matériellement, comment ça marche? Alors, ça passe par 3 phases. La phase numéro 1, comme vous venez de le rappeler, c'est effectivement de comprendre avec les interlocuteurs et les responsables de la marque quelles sont ce que l'on appelle les valeurs de la marque, les missions de la marque. Donc, c'est une discussion un peu interactive qui peut durer 2-3 heures, assortie d'un certain nombre de documents que généralement les directions marketing ont. Et à partir de tout ça, on essaie d'évoquer et de se mettre d'accord sur un certain nombre de mots-clés ou de valeurs clés de la marque. Okay ? Donc la marque doit véhiculer, par exemple, l'élégance, la famille, la réassurance, la sportivité, l'exotisme, ou que sais-je encore. On se met donc d'accord sur un certain nombre de valeurs clés, de mots-clés, qui sont censés évoquer les valeurs de la marque, et on se met tous d'accord là-dessus. Ensuite, on va travailler avec des partenaires parfumeurs de grâce sur la création de parfums qui contiennent des notes, des composants, qui eux-mêmes sont en relation socio-culturelle avec ces valeurs de marque. D'accord, c'est-à-dire qu'un parfum, par exemple, peut évoquer la famille. Par exemple. Donc je vais prendre un exemple qui est un peu basique, peut-être pour que chacun puisse comprendre comment ça fonctionne, mais on dit par exemple que la vanille est une senteur qui rappelle très très souvent l'enfance, la prime enfance. Donc qui dit la prime enfance de manière inconsciente dit la famille, maman, la maternité, et qui parle de mère et de maternité parle de protection, de réassurance. Et donc, par itération successive, la vanille peut générer un sentiment de réassurance plus ou moins inconscient chez le client. Donc ça, pour une compagnie d'assurance, par exemple, on pourrait la parfumer à la vanille. Ça pourrait fonctionner, même si c'est un exemple, bien entendu, un peu caricatural. Évidemment. Donc à partir de là, vous déterminez donc l'odeur qui va correspondre. On fabrique donc une senteur qui est constituée d'un certain nombre d'éléments. Alors bien entendu, il faut qu'on récupère la totalité des éléments de la marque, à savoir le mobilier, la nature de la clientèle, son positionnement sur le marché. Enfin, tous ces éléments-là nous permettent de déterminer une architecture de marque. Et ensuite, il faut une architecture de parfum, excusez-moi. Et ensuite, il faut qu'à l'intérieur de cette senteur, les éléments olfactifs soient en correspondance parfaite avec les valeurs. Et ça, c'est la phase numéro 3. Donc, on va déterminer ensuite par des tests sur des sites pilotes, 2 ou 3 sites pilotes sur une marque généralement. On va interviewer les clients en leur demandant si cette note qu'ils perçoivent correspond aux différents mots-clés que nous avons en tête. Et donc, on dit explicitement aux clients, vous sentez cette note, merci de bien vouloir cocher dans une liste de 10 mots, de 2 fois 10 mots généralement, les mots auxquels ça vous fait penser de manière spontanée sans trop réfléchir. Et on essaie de vérifier et de valider que les clients, les consommateurs finaux, ressentent exactement la même chose et que l'évocation entre les valeurs clés et la note fonctionne. Et que ça marche et que ça appelle quelque chose chez le consommateur. Et que ça soit en quelque sorte un élément permettant de renforcer l'identité de la marque et de l'accompagner. Bon, généralement, on se trompe rarement parce qu'en amont, on a quand même une expertise assez considérable des choses et on arrive à trouver ce type de correspondance. Donc voilà grosso modo comment ça fonctionne. Alors c'est toujours un peu délicat parce qu'on est dans la subjectivité totale. C'est ça. Le parfum, ça génère des émotions. Donc on doit faire face à un président d'entreprise qui lui va aimer un parfum boisé alors que son épouse va aimer un parfum floral. Ensuite on doit faire face à la direction marketing, on doit faire face aux magasins qui eux-mêmes sont d'accord ou pas d'accord. Donc il faut absolument sortir du j'aime pas. Parce que là, on n'est plus du tout dans la science marketing. Il faut objectiver le rôle de la senteur par rapport à une marque. Est-ce qu'elle accompagne la marque ou est-ce qu'elle l'accompagne pas ? Est-ce
Est-ce qu'elle évoque, est-ce qu'elle porte les valeurs de la marque en elle-même par rapport au consommateur? Oui ou non? Et est-ce qu'elle est congruente? C'est un mot un peu barbare. Oui, ouais. Est-ce qu'elle est harmonieuse par rapport à la marque? Ça doit rester très discret, cette Oui, senteur. alors voilà. Ça aussi, c'est important. alors Ça doit là, évoquer c'est- quelque chose, on est d'accord, chez le consommateur, qu'il aille à Hong Kong ou qu'il aille à Paris, mais ça doit rester discret. Tout en étant soumis à des variations géographiques très importantes. Et c'est là que notre Eh oui. positionnement mondial est tout à fait significatif. Bon, pour faire court, plus on descend vers le sud, plus la senteur doit être présente. Mhm. Plus on monte vers les pays du Nord, plus elle doit être subtile jusqu'à être quasiment imperceptible. D'accord. Ok, donc entre la Suède et Dubaï, il y a une amplitude de 1 à 10. De 1 à 10. Ouais. Ok, bon. Là, on n'est pas du tout encore au stade de l'uniformité de la perception. Ok, alors après, il y a un autre débat, c'est est-ce que la senteur d'une marque française qui s'exporte partout dans le monde Ouais. doit être elle-même exportée avec la marque? Alors, la réponse Et la réponse est oui, parce que une marque, les éléments d'une marque, un magasin, un mobilier, des produits, des logos, ne peuvent pas être faits sur mesure selon que l'on soit en Asie ou à Dubaï ou en Europe. Donc la French Touch, puisqu'on parle beaucoup de French Touch Ouais, dans ouais. ce type de choses, elle doit être présente de Singapour à Dubaï en passant par Düsseldorf. Ouais, c'est-à-dire que le client qui va acheter à Dubaï, par exemple, dans une boutique française, va avoir envie de retrouver la même identité olfactive Absolument. qu'à Paris. Absolument. C'est en tout état de cause le souhait de la marque qui, parce qu'elle est marque, doit être la même partout dans le monde. Ouais, absolument. Vous restez avec nous? Je vous en prie. À tout de suite.